Voilà, bonsoir à tous. Merci déjà aux organisateurs pour l'accueil et pour l'invitation. Merci à vous d'être venus. C'est toujours une belle occasion de causer dans le cadre de la Semaine du cerveau. Une thématique bien sûr qui est importante dans notre laboratoire et pour ma recherche personnellement. Et puis c'était aussi une bonne occasion de venir à Gap. Voilà. Donc je viens de Grenoble, d'un laboratoire qui travaille, qui s'appelle Hypoxie Physiopathologie, HP2. Et donc on verra ce que signifie hypoxie, mais je pense que vous en avez peut-être déjà eu une idée. Et donc cette thématique de l'altitude est relativement au cœur de notre problématique. Et comme l'a dit également Caroline, que je remercie pour l'accueil, je suis également président de cette structure Exalt que vous retrouverez sur Internet, qui s'appelle Centre d'expertise sur l'altitude. Qui est, comme on discute avec Polo, un carrefour, en fait, un centre d'interaction entre les expertises médicales, scientifiques et de terrain autour de l'altitude. C'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui travaillent sur l'altitude, des médecins qui sont spécialisés sur la médecine d'altitude, et puis des représentants des pratiquants, des fédérations sportives, des guides, des alpinistes, etc. Et on a dans ce centre Exalt une interaction, comme j'espère, comme je suis sûr on l'aura ce soir, entre une certaine connaissance et une expérience de terrain. Et donc sur ce site en particulier, vous trouverez un certain nombre d'informations. Je vous en reparlerai à la fin également avec un événement qu'on organise bientôt. Vous m'entendez bien ? Oui. Très bien. Alors, un petit plan, puisque c'est comme ça que souvent qu'on débute, de ce dont je vais traiter avec vous ce soir. On va parler de cette fameuse hypoxie pour essayer de s'entendre sur ce dont on parle. Et puis, je vais aussi donner quelques mots de présentation sur cet organe dont on va parler ce soir, le cerveau, pour avoir quelques éléments importants lorsqu'on considère sa capacité d'adaptation ou de maladaptation à l'hypoxie d'altitude. Et donc plus concrètement ensuite je rentrerai dans les détails des données scientifiques qui constituent la connaissance aujourd'hui sur les perturbations cérébrales associées à l'hypoxie. Et puis j'aborderai deux situations particulières où le cerveau est sollicité en altitude spécifiquement du fait de la moindre oxygénation. C'est lorsque l'on fait un effort physique, le cerveau à l'effort physique. Et puis je traiterai également de sommeil où on verra que le cerveau a également une place centrale et que le sommeil en hypoxie est relativement perturbé également. Et puis je terminerai sur un aspect plus provocateur, mais qui est relativement au centre de notre recherche aujourd'hui, c'est est-ce que, malgré tout ce que j'aurais pu dire avant, est-ce que finalement l'hypoxie c'est pas éventuellement un traitement? Et peut-être que du coup à Gap, vous avez tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Voilà. Alors, de quoi on parle lorsque l'on évoque cette fameuse hypoxie? Donc l'hypo de hypoxie, c'est le même que l'hypo de hypothermie, hypoglycémie, etc. Sauf que, et donc l'oxy, c'est l'oxy globalement d'oxygène. Donc vous voyez de quoi on traite lorsqu'on traite d'hypoxie, de conditions où l'oxygène est moins disponible que dans des situations normales. Une petite subtilité, c'est qu'on peut parler d'hypoxie hypobare et d'hypoxie normobare. Alors de quoi parle-t-on? Hypobare, donc de nouveau un hypo, avec bar pour la pression. Donc il y a une hypoxie qui est en fait celle de l'environnement de montagne, que l'on rencontre en montagne, ou que l'on peut reproduire dans des caissons comme celui de la COMEX ici, qui est en fait essentiellement due, cette hypoxie, à une diminution de la pression barométrique. C'est-à-dire que quand vous êtes au sommet du Mont Blanc ou quand vous êtes dans ce genre de caisson hypobare, vous avez toujours 21% d'oxygène dans l'air inspiré. Par contre, la pression atmosphérique ou la pression ambiante est réduite. Du coup, la pression partielle de chaque gaz est également diminuée. Donc la pression inspirée en oxygène en haut du Mont Blanc est diminuée. Malgré que vous avez toujours 21% d'oxygène par l'air, vous avez en fait une pression de chacun des gaz qui composent l'air qui est diminuée du fait de la diminution de la pression atmosphérique, qui diminue au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude. Et donc plus on s'élève haut en altitude, plus la pression barométrique diminue, et plus la pression partielle disponible en oxygène diminue. Donc c'est ce que vous avez expliqué là. Donc c'est la définition de l'hypoxie hypobare ici. Et cette hypoxie hypobare donc, entraîne une diminution de la pression
dans l'organisme, dans les poumons, au fond des poumons, dans les alvéoles, puis dans le sang, et puis dans l'ensemble des organes. Au niveau sanguin, on appelle ça une hypoxémie, c'est-à-dire c'est l'émie de votre sang. Hypoxémie, c'est une diminution de l'oxygénation dans le sang. Et donc c'est ça qui va être la contrainte physiologique clé de l'exposition en altitude pour notre organisme. Donc ça, c'est l'environnement hypobar, l'environnement de montagne ou le caisson hypobar. Mais il y a un autre type d'hypoxie qui est l'hypoxie normobar cette fois. C'est de l'hypoxie que l'on rencontre, alors que l'on rencontre pas à chaque coin de rue, mais que l'on peut produire en plaine, en particulier en laboratoire. Donc il y a plusieurs manières de créer une condition hypoxique normobar. Soit on peut inhaler un mélange gazeux. Par exemple, ici, vous voyez, ce sujet est en train de pédaler en inhalant à travers un masque un mélange gazeux dans lequel on a réduit cette fois les 21% d'oxygène. Il n'y a plus 21% d'oxygène, mais il n'y en a plus que 12, 10, etc. Et ça, on sait que par exemple, alors à Gap, mais à Grenoble, on est quasiment au niveau de la mer, lorsque l'on réduit la fraction inspirée, donc le pourcentage d'oxygène dans l'air inhalé de 21%, comme dans l'air ambiant, à, par exemple dans ce masque, à plus que 12%, eh bien à Grenoble, 12% d'oxygène inhalé, ça équivaut à une altitude à peu près de 4300 mètres d'altitude. C'est-à-dire on diminue la pression inspirée en oxygène à un montant équivalent, entre guillemets, que 4300 mètres d'altitude. Sauf que 4300 mètres d'altitude sur l'arête des Bosses en montant en Mont Blanc, c'est l'hypobarie qui crée l'hypoxie, alors que là, lorsqu'on simule ici ce niveau d'altitude, c'est la diminution de fraction inspirée en oxygène, c'est ce que vous avez ici, qui crée donc l'hypoxie et éventuellement l'hypoxémie. On peut créer donc cette hypoxie normobar par des mélanges gazeux. On peut également extraire une partie de l'oxygène dans des chambres hypoxiques. Et puis on peut également utiliser des tentes dans lesquelles un petit appareil va également extraire l'oxygène. La tente en particulier, on peut y dormir ou faire du vélo. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est que ces pratiques? Alors en fait, elles sont, cette création d'hypoxie en plaine, en fait, elle est réalisée, je dirais qu'initialement, elle a été surtout utilisée et créée pour les sportifs. Vous connaissez les stages d'entraînement en altitude. Les équipes de sport les athlètes sont souvent montés en altitude réelle, le stage de l'équipe de foot à Font-Romeu ou à Tignes. Mais il y a aussi des moyens pour les sportifs de s'entraîner. Par exemple, on peut imaginer qu'un sportif puisse se faire 1 ou 2 séances d'entraînement par semaine à une altitude simulée de celle qu'il veut grâce à ce système de masque. On peut imaginer aussi, c'est plus qu'imaginer, c'est des pratiques. Dans certains centres d'entraînement, les sportifs s'entraînent, par exemple à Prémanon, dans le Jura, s'entraînent dans la forêt à côté, à 1000 mètres d'altitude, et la nuit vont dans leur chambre, comme une chambre là-haut à droite, pour dormir à des altitudes plus élevées, à une altitude simulée plus élevée, souvent entre 2005 et 3500 mètres d'altitude. Donc ça, c'est des pratiques d'entraînement de haut niveau, où les athlètes vont faire des stages d'entraînement où la journée ils s'entraînent en air ambiant, donc relativement à basse altitude, et la nuit ils vont dormir dans des chambres spéciales dans lesquelles on extrait une partie de l'oxygène, et ils dorment donc à des altitudes plus élevées. Derrière ça, il y a l'idée qu'on va profiter de la nuit pour développer des adaptations à l'altitude, en particulier au niveau sanguin, au niveau des globules rouges, hein, vous savez, c'est une des adaptations à l'altitude. Augmenter la quantité de globules rouges dans le sang pour un sportif, c'est potentiellement intéressant, ça va améliorer sa capacité à transporter l'oxygène et finalement avoir de meilleures performances. Mais pour ce sportif, dormir en altitude, ça lui permet la nuit, entre guillemets, d'augmenter son potentiel de globules rouges, etc. Mais la journée, s'il devait s'entraîner à 3500 mètres d'altitude, il serait obligé de réduire ses vitesses d'entraînement, ça serait difficile pour lui de s'entraîner du fait du manque d'oxygène. Donc avec ce système, la journée il s'entraîne comme d'habitude, en plaine, et la nuit il va dormir en altitude dans sa chambre. Donc c'est dans un certain nombre de centres d'entraînement en altitude que vous pouvez trouver ça. Et si vous voulez le faire chez vous, eh bien vous achetez une tente avec un hypoxicateur, entre guillemets, et vous avez ainsi, vous pouvez mettre la tente par-dessus votre lit et vous pouvez dormir en altitude. Alors il faut savoir que ce qui nous rapproche un petit peu de l'altitude, c'est qu'il y a, y compris en France, des sociétés qui proposent ce genre de système en pré-expédition. Donc Polo pourra dire son expérience ou son avis là-dessus. Mais donc il y a des sociétés qui proposent à ces futurs trekkers ou alpinistes, avant de partir en Himalaya ou autre, pendant 1, 2, 3 semaines
à la maison, de dormir en altitude pour essayer de gagner en temps d'acclimatation. Donc voilà, et puis bon, bien sûr, où on trouve ces systèmes, c'est dans les laboratoires, puisque nous, dans un laboratoire comme le nôtre, on étudie l'effet d'hypoxie. Alors, pour étudier l'effet d'hypoxie, on a soit ces systèmes-là où on prend des sujets volontaires qui veulent bien se prêter à nos expérimentations et on les fait inhaler un mélange gazeux, on les expose, ils dorment en laboratoire en hypoxie ou sous tente. Et donc comme ça on simule des altitudes que l'on choisit à volonté. Et de temps en temps, dans notre laboratoire, on va aussi en haute altitude, mais évidemment au niveau logistique, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Mais dans les deux cas, je dirais que ce soit l'hypoxie normobar ou hypobar, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on a une diminution de la pression en oxygène dans le sang et dans tous les organes, avec une hypoxémie donc au niveau du sang, et c'est ça qui va induire un certain nombre de réponses au niveau de l'ensemble de l'organisme. Et même si j'ai rapidement parlé du sang, c'est surtout au niveau du cerveau dont je vais parler des adaptations, des réponses à l'hypoxie. Alors ce cerveau, de quoi parle-t-on? Donc c'est un organe qui est relativement léger par rapport à l'ensemble du poids, de 3% de votre poids total, un gros kilo. Sa spécificité, par contre, c'est que par rapport à un muscle, par exemple, c'est que vos muscles des jambes, là, globalement, ils sont au repos. Par contre, votre cerveau, que ce soit le jour, la nuit, assis et même en train de marcher, il est perpétuellement actif. Du coup, en fait, en termes de consommation du débit cardiaque total ou de consommation d'oxygène, c'est un organe qui est relativement gourmand, puisque comme vous êtes là au repos, il y a, vous voyez, 12 à 15% de votre débit cardiaque, c'est-à-dire de la quantité totale de sang qui circule dans votre organisme, qui est dirigée vers votre cerveau, et 20%, vous voyez, de la quantité d'oxygène totale que vous consommez là pour être éveillé, pour faire fonctionner votre organisme, qui est utilisé par ce cerveau. Et puis, ce cerveau, il est très dépendant justement pour produire l'énergie dont il a besoin, pour réfléchir, etc. Il est très dépendant de l'oxygène et en particulier des glucides comme substrat énergétique. Donc tout ça rend le cerveau probablement fait de lui l'organe le plus vulnérable en fait à une diminution de la disponibilité en oxygène. Et c'est ce que l'on va illustrer à travers l'altitude. Alors bien sûr, j'en dirai un mot rapidement tout à l'heure, mais le cerveau peut être malheureusement privé d'oxygène dans des conditions de pathologie, et c'est aussi pour ça que dans notre laboratoire INSERM, on travaille sur l'altitude, c'est qu'étudier l'adaptation de l'organisme sain du trekkeur ou de l'alpiniste en haute altitude, c'est aussi mieux comprendre l'adaptation ou maladaptation du patient qui peut être privé pour différentes raisons, en partie d'oxygène, que ce soit par certaines maladies respiratoires, maladies pulmonaires, apnée du sommeil, ou lorsque l'on fait un accident vasculaire cérébral, on a en fait une partie du cerveau qui est privée brutalement d'oxygène. Donc comprendre les capacités malgré tout d'adaptation ou de maladaptation du cerveau en altitude, c'est pour nous aussi alimenter la connaissance dans ces domaines pathologiques du stress induit par le manque d'oxygène sur le cerveau. Alors, l'altitude, de quoi parle-t-on? Alors, vous avez quelques sommets un petit peu connus là. Juste pour dire déjà, vous voyez, des tranches grossières d'altitude. On parle de moyenne altitude, vous voyez, à peu près jusqu'à 2500 mètres. La haute altitude, entre 2005 et 5000, c'est donc nos sommets les plus élevés dans les Alpes. Et puis au-dessus, on parle de très haute altitude avec tout le panachage d'altitude jusqu'à l'Everest. Alors si on regarde des éléments relativement cliniques, je dirais, ou d'expérience de terrain sur l'impact visuel, l'impact d'expérience qu'a ce genre d'altitude sur le cerveau, si on regarde les mesures, disons, de capacité cognitive, ou l'altération des capacités cognitives au fur et à mesure qu'on s'élève en altitude, donc avec une ascension lente, alors vous verrez pourquoi il y a marqué ascension lente, c'est pas forcément l'ascension lente dont vous parlera Polo, mais c'est on monte à pied, globalement on monte pas en hélicoptère d'un coup, on monte à pied, donc il faut quand même plusieurs jours, et on sait que dès les altitudes, vous voyez de 3000 mètres d'altitude, si on mesure finement vos capacités psychomotrices, temps de réaction, gestion de conflits, etc. On sait que dès les altitudes à peu près de 3000-3500 mètres, on a des premières perturbations que peut-être vous noterez pas vous-même si vous êtes à ces altitudes-là. Mais si on cherche à les évaluer très spécifiquement, on pourra avoir des premières perturbations psychomotrices. Puis ensuite, vous voyez, les aspects de la mémoire sont diminués à partir de 4-5 000 mètres d'altitude. Au-dessus de 6 000 mètres, clairement, la mémoire est altérée.
Et puis, si vous lisez des livres en particulier de récits d'expéditions en haute altitude, en particulier vous verrez de temps en temps des récits d'hallucinations qui ne sont pas un abus de l'alcool local, mais qui sont vraiment un effet du manque d'oxygène sur le cerveau. À peu près plus d'un tiers, un tiers des grimpeurs qui, au-dessus de 7500 mètres, d'une manière ou d'une autre, seraient victimes d'hallucinations, ce qui illustre encore une fois le stress au niveau du cerveau induit par ce manque d'oxygène. Et tout ceci, malgré tout, en y montant doucement, c'est-à-dire que pour atteindre 7000 mètres d'altitude, on a mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais il y a une autre condition où la décompression, c'est-à-dire la création de cette hypoxie hypobare, peut être beaucoup plus rapide, c'est dans l'aviation. Si vous avez une montée en altitude très rapide et un cockpit mal pressurisé, donc là vous pouvez avoir des stress hypoxiques très rapides, et là pour le coup on sait que si on est exposé très rapidement à 5000 mètres d'altitude, on va avoir des vertiges, des malaises. Donc ça nous on le teste éventuellement en laboratoire, c'est-à-dire que avec notre histoire de mélange gazeux, si d'un coup d'un seul on prend un mélange gazeux qui simule 5000 mètres d'altitude, on va rapidement avoir un certain nombre de symptômes tels que des vertiges ou des malaises ou des troubles de la vision. Donc ça c'est quelque chose qu'on ressent assez facilement en laboratoire. Puisqu'on cherche à éviter justement en laboratoire. Par contre, c'est que si on est exposé très rapidement à haute altitude, très haute altitude, donc ça c'est des cas, il y a des cas d'accident dans le cadre de l'aviation avec des problèmes de pressurisation des cabines pour un avion qui volerait à 8 ou 10 000 mètres d'altitude. Et si on a d'un coup dans la cabine qui normalement, vous savez peut-être est pressurisée autour de 1500-2000 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'on repressurise la cabine dans les avions de ligne pour que l'altitude dans la cabine soit équivalente à 1500-2000 mètres d'altitude, heureusement pas 8000 ou 10 000 mètres d'altitude telle que l'altitude à laquelle il vole, mais s'il y a un problème de cette repressurisation de la cabine, là on a des pertes de conscience très très rapides, et il y a eu des accidents malheureusement d'aviation du fait d'un défaut de pressurisation, et là les pertes de connaissance sont très très rapides. Donc vous voyez, je dirais des perturbations, des traces de perturbations cérébrales qui sont assez évidents, y compris chez les trekkers, les alpinistes qui montent tranquillement, et puis qui sont encore plus évidents et redoutés dans le cadre de l'aviation. Alors, c'est donc tout ceci qui témoigne du fait que le cerveau est probablement l'organe le plus sensible au manque d'oxygène. Donc c'est en particulier ces troubles de la cognition dont je vous ai parlé rapidement. Je reviendrai peu dessus en fait parce que c'est pas ce qui est le plus récent en termes de connaissances relatives au cerveau et à l'altitude, et surtout moi je suis plus physiologiste que spécialiste de psychocognition, mais on mesure dans nos protocoles de recherche, dans nos expéditions à haute altitude, des aspects de psychocognition, je vous dis des temps de réaction, des mesures de qualité de choix, etc. Et donc c'est des tests face à un écran d'ordinateur, des choses comme ça, et on voit clairement qu'en montant en altitude, on a des altérations, des troubles de la cognition importants. Je reviendrai dessus, mais une des autres traces de ces perturbations du cerveau en altitude, c'est le sommeil, qui est clairement altéré en altitude, avec la survenue de ce que l'on appelle des apnées du sommeil, des perturbations, des diminutions, voire des pauses ventilatoires au cours de la nuit. Ça aussi, on en reparlera de ces troubles du sommeil, et puis je suis sûr que pour ceux qui font de la haute altitude, vous en avez l'expérience. Un autre élément qui illustre également le fait que ce cerveau il est sensible à cette altitude, c'est que le mal de tête de haute altitude, c'est vraiment le grand classique des inconforts, s'il y en a des inconforts expérimentés en haute altitude. On considère, vous voyez, que d'une manière ou d'une autre, il y a à peu près 80% des personnes qui se rendent en haute altitude qui sont touchées par un mal de tête, plus ou moins sévère. Et puis, quand les choses se compliquent, on a deux grandes pathologies en fait, qui sont spécifiques à la haute altitude, que l'alpiniste redoute. C'est l'œdème pulmonaire de haute altitude, que je n'ai pas marqué là, et la seconde pathologie grave d'altitude, c'est l'œdème cérébral de haute altitude. Donc ces deux organes, le poumon et le cerveau, c'est donc des organes qui vont être vraiment stressés par ce manque d'oxygène, et quand tout va mal, je dirais, c'est donc cet œdème cérébral de haute altitude qui peut arriver, heureusement, dans des cas très très rares, mais qui très souvent est fatal par contre. Alors ce mal des montagnes qui est marqué là, mal aigu des montagnes, dont le MAM, dont on parle souvent dans le milieu de l'altitude, pour vous donner une idée de quoi il s'agit, et puis peut-être vous remettre en tête des choses que vous avez déjà perçues, c'est un syndrome en fait, c'est qu'il est défini sur la base de symptômes, c'est-à-dire du ressenti de l'alpiniste.
sur la base de 5 symptômes en fait. Le premier symptôme, c'est le mal de tête. Le deuxième symptôme, c'est les symptômes gastro-intestinaux. Le troisième symptôme, c'est la sensation de fatigue, de faiblesse. Ensuite, il y a les aspects de vertige et étourdissement. Et cinquième, c'est la perturbation du sommeil. Et donc, c'est en scorant, j'ai plus ou moins mal à la tête, j'ai plus ou moins de symptômes gastro-intestinaux, etc., que l'on obtient un score sur ces 5 sur 15 au maximum. Un score qui va vous permettre en altitude, encore une fois, ceux qui ont pratiqué la haute altitude, vous avez peut-être été enseigné sur l'utilisation de ce score de Lake-Lewis, donc, qui permet de voir dans quel état globalement on est. Et la définition d'un mal aigu des montagnes modéré ou sévère, c'est modéré, c'est supérieur à 3, avec la présence d'un mal de tête. Donc vous voyez, ce mal de tête, il est vraiment central en fait dans la maladaptation à l'altitude, dans le mal aigu des montagnes, puisque le mal aigu des montagnes, c'est un mal de tête, plus d'autres symptômes, mais c'est avant tout caractérisé par cette sensation, encore une fois liée aux perturbations cérébrales. Donc vous voyez un certain nombre d'éléments qui, lorsque l'on les met toutes bout à bout, laissent penser que de fait ce cerveau, il est fortement sollicité en altitude, il est perturbé et que peut-être il faut réfléchir de fait à permettre son adaptation à la moins disponibilité en oxygène. Nous, on a réalisé des travaux depuis plusieurs années sur la compréhension en tant que scientifique des mécanismes sous-jacents à ces perturbations cognitives, à ce mal de tête, à ces perturbations du sommeil. On a réalisé un certain nombre de travaux qu'on a résumés ici pour voir les différents, mécanismes cérébraux auxquels on peut s'intéresser lorsque l'on étudie le cerveau en condition d'hypoxie. Un élément important, c'est que, alors désolé pour l'anglais, c'est que ce qui est modifié au niveau sanguin, au niveau du sang qui irrigue le cerveau, c'est à la fois l'oxygène, vous l'avez compris, on est en hypoxémie, lorsqu'on est à 4000, à 5000, il y a moins d'oxygène dans le sang artériel, mais il y a également une modification de la quantité de CO2 dans le sang en altitude. Et ce CO2, alors on en a une image globalement négative, c'est vrai que trop de CO2 dans l'organisme, c'est pas bon, mais pas assez de CO2, c'est également problématique. Donc on a une quantité de CO2 et d'oxygène dans le sang qui sont en fait régulés de façon très très précise, que ce soit au repos, au sommeil, à l'effort et si possible en altitude. Et justement en altitude, malgré tout, malgré les mécanismes de compensation, ventilatoire, etc., que l'on met en place, on a une double modification du contenu artériel en oxygène, c'est l'hypoxémie, mais également du contenu en CO2 dans le sang qui est diminué parce qu'on ventile plus que ce que l'on aurait besoin en pleine et on relargue du CO2 plus que la normale. Du coup, on a des quantités de CO2 dans le sang qui diminuent lorsqu'on est à l'altitude. On a moins d'oxygène, moins de CO2 dans le sang en altitude. Vous pourriez vous dire, mais un peu moins de CO2, ça fait pas de mal. Si on en avait un peu moins dans l'air ambiant, ça serait pas mal. Trop diminuer le CO2 dans le sang, c'est concrètement ce qui vous fait tourner la tête lorsque vous vous dépêchez de gonfler votre matelas pneumatique sur la plage. Si vous gonflez comme ça, vous relarguez beaucoup plus de CO2 que ce que vous devriez. Et puis, évidemment, vous avez la tête qui tourne. Le responsable de cela, c'est que vous avez évacué beaucoup de CO2 et que la perfusion, donc le débit sanguin cérébral que vous avez ici, est très très sensible aux diminutions de CO2. Et que la diminution de CO2 dans le sang induit en particulier ce qu'on appelle une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrement des vaisseaux cérébraux. Du coup, vous commencez à avoir des étoiles parce que vous avez moins de sang qui arrive au cerveau en réaction à cette hypocapnie, cette fois, hypocapnie, moins de CO2. Donc vous avez cette hypocapnie qui perturbe en elle-même également le fonctionnement cérébral. Donc encore une fois, l'altitude, c'est à la fois pour le cerveau une hypoxie et une hypocapnie. Les deux sont stressants, si je peux dire. Donc, un des éléments que l'on a regardé au sein de notre laboratoire, c'est déjà sur l'anatomie globale du cerveau. Est-ce que l'altitude induit des modifications de votre cerveau? Est-ce qu'il le fait peut-être grandir, rapetir ou autre? C'est ce que l'on a regardé donc, dans un certain nombre d'études. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, une des références clés du coup, dans le domaine pathologique de cette modification de la structure cérébrale, c'est la pathologie de l'œdème cérébral de haute altitude,
donc l'œdème, c'est-à-dire on a un cerveau qui va avoir des fuites, qui va avoir des fuites de liquide anormales, et qui globalement va gonfler. C'est ce que vous voyez ici sur ce dessin. C'est-à-dire qu'on a à la fois un volume sanguin de liquide qui va augmenter au fur et à mesure que l'œdème se développe. Et cette augmentation donc, des fuites de liquide et de quantité de sang dans le cerveau va augmenter par conséquent cette pression intracrânienne. C'est-à-dire que vous imaginez votre cerveau dans la boîte crânienne. Ce cerveau, s'il commence à gonfler, il va être serré, contraint dans la boîte crânienne. Et c'est ça qui va augmenter la pression dans la boîte crânienne et qui va, par exemple, être responsable, en partie en tout cas, des maux de tête. Du coup, vous voyez ce principe de l'œdème cérébral, on a un volume sanguin, des fuites de liquide au niveau du cerveau. Du coup, on a une augmentation de pression dans la boîte crânienne. Et puis, on va être, du coup, plus ou moins... on va ressentir plus ou moins de mal de maux de tête. Et puis, éventuellement, on va avoir des complications plus graves. Ce que vous montre ce schéma, avec deux cas, vous voyez, un cas où Monsieur X, qui aurait une augmentation des fuites de liquide et une augmentation de volume sanguin dans son cerveau, et qui lui, très rapidement, alors qu'il a augmenté, vous voyez, que de 50% son volume sanguin et de liquide, va avoir une augmentation de la pression intracrânienne très rapidement, alors que Monsieur Y, lui, il tolère d'avoir quelques fuites encore au niveau cérébral, il n'a pas trop d'augmentation de la pression intracrânienne, c'est que quand vraiment il a beaucoup d'œdème, qu'il a une augmentation de la pression intracrânienne. Donc vous comprenez que ce Monsieur X, lui, il va avoir plus rapidement mal à la tête et éventuellement il va avoir plus rapidement des complications graves du fait de son œdème. Donc on parle de cerveau contraint ou compliant, concrètement. La question c'est, est-ce que le cerveau, il a de la place dans la boîte crânienne pour gonfler un peu, lorsque vous développez un œdème cérébral à haute altitude, ou est-ce que votre cerveau, il est assez proche déjà des parois, c'est assez imagé, hein, et donc il a peu de place pour gonfler, et donc rapidement la pression dans la boîte crânienne va augmenter. Du coup, on comprend là déjà, et c'est souvent le cas en altitude, que l'on n'est pas égaux, qu'on va avoir un cerveau plus ou moins compliant, qui va avoir plus ou moins de place pour gonfler, et qui va nous rendre donc probablement inégaux face à l'altitude. La manière de regarder ça de façon marrante, c'est ça en fait. Vous avez monsieur non c'est l'inverse, là, monsieur Y ici qui lui va pouvoir laisser gonfler son cerveau tranquillement parce que globalement il y a de la place autour, et monsieur X lui il a un peu moins de marge même s'il en a encore pas mal. Donc on est dans ces deux cas les uns les autres. Alors pour caractériser ça concrètement, comment on s'y prend? Eh bien, on utilise en fait l'IRM, l'outil IRM que vous connaissez là, c'est une des IRM de notre laboratoire, des IRM recherche un peu plus puissantes que parfois celles qu'on peut trouver dans le cadre médical, et qui nous permettent, on appelle ça de segmenter, c'est-à-dire de regarder en détail les différentes parties du cerveau et d'en calculer le volume en détail de la matière grise, de la matière blanche, du liquide autour. Et donc on peut calculer très précisément le volume du cerveau. Lorsque dans cette étude on avait des sujets volontaires qui arrivaient au laboratoire le matin à 200 mètres d'altitude à Grenoble, et puis on leur mettait un fameux masque, ce fameux masque pour inhaler un mélange gazeux qui simulait 4300 mètres d'altitude, et on les laissait toute la journée, 11 heures, respirer à 4300 mètres d'altitude, et donc on réalisait avant qu'ils mettent le masque, et puis plusieurs fois pendant qu'ils avaient le masque, des IRM pour voir l'évolution de l'anatomie de leur cerveau. Donc là en fait, vous voyez plus justement le sujet qui est au fond de l'aimant. Par contre, vous voyez ce tuyau là qui est le tuyau qui permet de connecter le sujet ici, lorsqu'il est en sortie de l'aimant, à son masque et qui lui permet de respirer un mélange qui simule la haute altitude. Sans rentrer dans les détails, ce que l'on a effectué dans ce projet qui était relativement lourd, puisque nos sujets volontaires venaient donc 4 journées complètes au laboratoire, et on les faisait respirer pendant 11 heures au total dans ce masque. On les faisait respirer, une fois on les faisait respirer l'air ambiant en fait, pour qu'ils ne soient pas conscients s'ils étaient en altitude ou pas. On ne leur disait pas ce qu'on leur faisait respirer comme gaz. Donc une fois ils respiraient, au bout du tuyau il n'y avait en fait pas de mélange gazeux hypoxique. Et puis trois autres fois ils respiraient un mélange gazeux hypoxique, parce qu'on a regardé l'effet couplé du temps d'exposition, c'est-à-dire au bout de 45 minutes à 4300 mètres d'altitude, quelles étaient leurs modifications d'anatomie du cerveau, puis au bout de 11 heures, quelles étaient ces modifications. Et puis surtout, au milieu de la journée,
On leur a fait faire de l'exercice, puisqu'on était un petit peu en tête de simuler, disons, une activité de marche, par exemple, à 4300 mètres d'altitude. Donc on leur faisait faire 4 heures de vélo, à intensité relativement modérée. 4 heures de vélo, donc à 4300 mètres d'altitude, au milieu de la journée. Et on a regardé donc comment ce volume du cerveau évoluait. Et donc, là aussi, en résumant, dans les différentes conditions, ce qu'on a vu, c'est que, de fait, chez ces sujets qui, heureusement, ne développaient pas les symptômes d'un œdème vraiment cérébral de haute altitude à la fin de la journée, hein, sinon on aurait arrêté. Mais globalement, chez l'ensemble des sujets, on a un cerveau qui gonfle lorsque l'on est en altitude simulée. Il gonfle d'autant plus, globalement, qu'on fait un exercice. Lorsqu'on fait un exercice physique, en plus de l'exposition à l'altitude, on a un cerveau qui gonfle un petit peu plus. C'est quelques pourcents quand même de volume en plus, vous voyez, de l'ordre de 1,5% en moyenne de volume de cerveau que l'on a. Et puis lorsque l'on regarde, on avait une douzaine de sujets, lorsque l'on compare les sujets entre eux, parce que si on nous met tous là d'un coup à 5000 mètres d'altitude, on ne va pas avoir le même degré d'hypoxémie, on va être tous soumis au même degré d'hypoxie, c'est-à-dire qu'on va tous respirer le même air ambiant. Par contre, notre organisme il ne va pas s'adapter de la même manière, et quand on va regarder dans notre sang, tous à 5000 mètres d'altitude, on va avoir des niveaux d'oxygénation dans le sang différents, malgré qu'on puisse être tous à la même altitude. Et ce que l'on a montré, c'est qu'en bas, là, vous avez le niveau d'oxygénation dans le sang de nos sujets qui étaient tous à 4300 mètres d'altitude, donc c'est vraiment pas du tout la même chose. Il y a des niveaux sans rentrer dans les détails, c'est les niveaux d'oxygénation du sang artériel. C'est que ceux qui avaient le niveau le plus diminué, donc 100%, ça serait un sang totalement oxygéné, ceux qui avaient le niveau d'oxygénation le plus diminué étaient aussi ceux qui avaient jusqu'à plus de 3% d'augmentation de volume cérébral, c'est-à-dire le plus de fuite et le plus de subœdème cérébral, puisqu'on n'était pas encore à l'état d'œdème cérébral. Mais globalement, ce que nous a appris cette étude, c'est que, et puis une autre qu'on a réalisée sur le Mont Blanc également, avec des IRM immédiatement à la redescente d'un séjour d'une semaine juste en dessous du Mont Blanc, j'en parlerai tout à l'heure, c'est que chez tout le monde, on a un cerveau qui gonfle en altitude, on a un cerveau qui augmente de volume, ce qui probablement est la cause de mal de tête en partie, mais pas chez tout le monde, avec du fait de différences interindividuelles, peut-être du fait donc, de ce rapport entre taille du cerveau et taille de la boîte crânienne, mais globalement on a un cerveau d'un point de vue anatomique qui gonfle. Donc ça c'est un aspect du Schmidblick, je dirais. Un second élément sur lequel on s'est intéressé, c'est le débit sanguin cérébral, la quantité de sang qui circule dans le cerveau. Lorsque l'on monte à l'altitude, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce débit sanguin cérébral est modifié? Est-ce que ça circule plus? Est-ce que le contrôle de ce qu'on appelle la perfusion cérébrale est altéré? Donc on a regardé cela donc dans cette étude sur le Mont Blanc qu'on a réalisée en 2011. Là vous avez le Mont Blanc à gauche avec l'arête des Bosses. Et puis, si vous êtes déjà passé par là, ou je vous souhaite d'y aller un jour, vous verrez ce stade un peu critique qui est l'observatoire, enfin le refuge Valo et l'observatoire Valo à côté. Donc on est à 4300 mètres d'altitude, il y a deux refuges, un refuge de secours, et puis un observatoire scientifique, que l'on voit ici, qui est utilisé à différentes fins par des glaciologues pour prendre de la glace ici au niveau du dôme du goûter, et puis également par des chercheurs nous en physiologie, pour avoir un endroit, globalement c'est un endroit vide avec des tables et des chaises, mais où nous on peut amener notre matériel de recherche et puis réaliser des expérimentations. Donc en 2011, on a passé 3 semaines dans cet observatoire avec une douzaine de sujets qui venaient par tranche de 7 jours. Et on les a évalués en particulier au niveau cérébral par différentes techniques, à l'effort, pendant le sommeil, etc. Et donc il y a même un film qui, un jour, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder sur internet, un film qui est disponible d'une quinzaine de minutes sur Valo 2011, sur internet. Et donc on a utilisé un certain nombre de techniques pour mesurer, donc en particulier cette quantité de sang dans le cerveau, à quel point le cerveau répond à l'altitude en modifiant la quantité de sang qui circule. Ici vous êtes dans l'observatoire Valo, donc à 4300 mètres d'altitude, donc oui, c'est quand même relativement confortable. Alors tout le matériel là, c'est ce que l'on a apporté pour nos 3 semaines d'investigation. Et on a là un sujet chez qui on fait respirer, malgré qu'il soit déjà en altitude, différents mélanges gazeux pour mesurer avec ces appareils-là, avec des capteurs qui sont sur son cerveau pour mesurer la quantité de sang qui circule dans son cerveau. On a fait bien sûr les mêmes mesures en plaine, donc d'abord en plaine puis en altitude. Et puis immédiatement à la redescente du séjour en altitude,
Il y a bien une chose qu'on n'arrive encore pas à transporter, et peut-être c'est tant mieux, au sommet du Mont Blanc, c'est l'IRM. Donc dès qu'ils redescendaient d'altitude, ils avaient un examen cérébral par IRM au niveau du CHU de Grenoble pour voir on a fait la même mesure avant de monter en altitude et immédiatement après pour voir ce sang qui circule, entre autres dans le cerveau, dans quelle mesure il était modifié. Donc, pour ceux qui sont amateurs de saturation artérielle en oxygène, donc vous voyez quand ils étaient en pleine, avant de partir à Grenoble, vous avez à peu près 100% de votre hémoglobine comme maintenant qui porte de l'oxygène. Après 5 jours à 4300 mètres d'altitude, il y a que, vous voyez, 85%, un peu plus de 85% de l'hémoglobine qui porte de l'oxygène, donc du fait de l'hypoxie ambiante. Et puis immédiatement à la redescente, lorsqu'ils étaient dans l'aimant, ils retrouvaient un état d'oxygénation normale. Ce qu'on a pu mesurer, là aussi, sans rentrer dans les détails, que ce soit en altitude ou immédiatement au retour en plaine, c'est que le débit sanguin cérébral, la vitesse de circulation du sang dans le cerveau est fortement augmentée, de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Ce qui d'un côté est intéressant parce que probablement ça compense en partie le fait qu'il y a moins d'oxygène dans le sang, c'est-à-dire qu'il y a moins d'oxygène dans le sang, mais le cœur essaie d'en envoyer plus pour essayer de compenser cette moindre oxygénation du sang. Mais ce qui peut être quand même problématique par contre, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait tous tendance à avoir un cerveau un petit peu édémateux en altitude, avec des fuites de liquide. Eh bien, cette circulation du sang qui est accentuée, qui est plus forte, qui induit une pression de circulation plus importante, l'effet négatif, délétère, c'est probablement qu'elle favorise un petit peu ces fuites de liquide au niveau cérébral. Donc, à la fois, c'est une bonne chose, sans doute, d'avoir une augmentation du débit sanguin cérébral à l'altitude, mais ça contribue aussi peut-être, probablement, à un certain nombre de perturbations et de subœdèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. On a montré aussi tout un tas d'autres éléments que du contrôle. Alors le contrôle du débit sanguin dans votre cerveau, c'est quelque chose de très complexe qui est contrôlé, je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'oxygène mais aussi par le CO2, etc. Et tous ces mécanismes de contrôle du débit sanguin cérébral s'adaptent finement à la modification d'environnement en altitude. À la fois ils s'adaptent finement et à la fois il y a des compensations qui ne peuvent pas se faire totalement, et c'est ces défauts de compensation qui peuvent induire soit des aspects problématiques comme l'œdème cérébral de haute altitude, on en parlera rapidement tout à l'heure, qui contribue aussi à la survenue d'apnée du sommeil, d'un problème de contrôle de la respiration pendant le sommeil. C'est ces modifications de débit sanguin cérébral qui sont à l'origine de nos apnées du sommeil, entre autres. Un autre élément qui nous a intéressés, donc vous voyez, lorsque le sang rentre dans l'organisme, avec moins d'oxygène, moins de CO2 en altitude, il y a le débit sanguin cérébral, il y a l'oxygénation du cerveau, qu'on a également regardé par différentes techniques. Ensuite, il y a l'aspect cellulaire, où là c'est un petit peu plus compliqué d'accéder chez l'homme à ces aspects cellulaires au niveau cérébral. Et puis il y a nos fameuses neurones, qui sont alimentés en énergie, en oxygène, etc., qui sont le cœur du fonctionnement cérébral. Et donc on s'est intéressé en particulier au niveau des neurones motrices, du cortex moteur, c'est-à-dire la partie du cerveau qui contrôle nos muscles. On s'est intéressé à voir si ce cortex moteur, qui se situe un peu au sommet du crâne, du cerveau, il était perturbé par cette moindre oxygénation environnementale et cette moindre oxygénation du sang. Alors comment, vous allez me dire, on mesure ce fonctionnement, cette excitabilité, on dit, c'est-à-dire cette capacité à s'exciter des neurones motrices? Eh bien, on utilise une technique au moins qui est intéressante, qui est ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne. En gros, on crée un petit courant électrique dans votre cerveau, avec ce genre de bobine électrique, là, en fait. On crée un courant électrique dans votre cerveau, léger, hein. Et ce courant électrique au niveau neuronal, en fait, il va induire un mouvement de la partie du corps que l'on vise, entre guillemets, au niveau de votre cerveau. Et donc, concrètement, on peut, par exemple, dire, eh bien, en pleine, avant que les sujets montent en altitude, on va stimuler leur cerveau à un endroit précis, à une intensité électrique précise, et on va mesurer l'intensité de l'extension de la jambe ou l'intensité du mouvement de main induit. Et puis, on va refaire exactement la même stimulation juste en dessous du Mont Blanc, après un jour, après 5 jours d'exposition à l'altitude, et on va voir si ce cortex moteur il répond toujours aussi bien à la stimulation électrique, ou si il est un petit peu endormi ou autre, c'est-à-dire, en gros, si notre cerveau est toujours autant capable de commander nos muscles. Donc on a effectué ce type de mesure, à la fois en laboratoire, ici chez un sujet qui fait la grimace, non pas parce qu'on le stimule, mais parce qu'on lui demande de forcer à fond avec sa cuisse et on le stimule par-dessus, mais sinon il ne faut pas croire que c'est bien sûr douloureux. Et puis on a effectué aussi ce type de mesure en haute altitude.
Alors là aussi, sans rentrer dans les détails, hein, c'est des données un petit peu directement issues de publications scientifiques. Mais ce qu'on voit, c'est que de fait, la réponse du cerveau à une stimulation identique qui est faite en plaine et en altitude, cette réponse du cerveau en altitude, elle est, et du cortex moteur en particulier, elle est très perturbée par le manque d'oxygène. On a un cerveau qui répond moins à une stimulation donnée. Il y a des phénomènes de frein, on appelle ça des phénomènes d'inhibition au niveau cérébral qui sont également augmentés au niveau de certaines neurones. Donc on a aussi, en résumé, là une vraie preuve de perturbation de l'excitabilité des neurones du fait de la moindre oxygénation. Voilà, et puis quand on boucle relativement ce résumé, disons, des mécanismes sous-jacents au niveau cérébral, on arrive à ce qu'on appelle la commande motrice. Je regarde l'heure pour... La commande motrice, qui va être donc le résultat de cette fonction cérébrale en termes de mouvement. C'est-à-dire dans quelle mesure, au total, après tout ce que je vous ai dit, vous dites dans quelle mesure je vais être encore capable de faire un pas avec mes crampons et mon piolet si mon cerveau il est en si mauvais état, puisque ce qui va me faire faire un pas, c'est mon cerveau qui va commander mon muscle. Donc dans quelle mesure mon cerveau est encore capable, entre guillemets, de commander mes muscles. Alors pour aborder donc cette seconde grande partie qui est l'effort physique en altitude, quelques généralités que vous avez peut-être expérimentées, c'est que globalement, lorsqu'on est en altitude, les performances physiques, malgré les performances de certains, les performances physiques sont quand même diminuées en altitude. Vous courez moins vite, vous marchez moins vite, vous auriez moins d'endurance si on mesurait l'endurance totale que vous pouvez développer. Ici, ce qui est montré rapidement, c'est que lorsqu'on s'élève en altitude, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, votre niveau de performance, il s'altère d'autant plus, c'est-à-dire que ça c'est le pourcentage, l'augmentation du temps qu'il vous faut pour courir par exemple un marathon. Pour faire 2-3 heures d'effort, pour courir un marathon, lorsque vous êtes à 1000 mètres, vous avez déjà 2% de plus de temps nécessaire pour courir votre marathon. Si vous faites votre marathon à 2000 mètres, vous allez vous retrouver à faire 12% de plus de temps. Si vous faites 3h30, vous allez faire 3h45, etc. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonction du temps d'effort, si vous faites un sprint, du 100 mètres ou du 200 mètres, etc., eh bien, au fur et à mesure que vous montez en altitude, la performance, elle n'est pas diminuée. Donc, on voit quand même que la performance à l'effort, elle est perturbée en altitude, selon quand même le type d'effort. Vous voyez même que la courbe, on dirait qu'on est presque meilleur à 4000 sur certaines performances. Donc ça, c'est... vous savez, il y a certains records de sprint, etc., ou de vitesse qui ont été battus à des altitudes pas extrêmes, mais Vélodrome de Mexico, etc., du fait de la résistance de l'air qui est moindre en altitude et qui donc, pour certaines performances, peut permettre d'améliorer la performance. Mais dès qu'il s'agit de tests ou de performance à dominante d'endurance, on a clairement une diminution de nos capacités. En conclusion, si vous êtes capable de marcher à 4 km/h à Gap, quand vous allez être au sommet du Mont Blanc, 4 km/h, ça va vous paraître extrême. Alors qu'à Gap, ça vous paraît très facile, là-haut, ça va vous paraître extrême. En fait, ce que vous allez faire, si vous allez marcher à 2 km/h sans vous en rendre compte, vous allez diminuer la vitesse. Mais si vous comparez une même vitesse de déplacement, on se rend compte instantanément que l'effort est beaucoup plus dur en haute altitude, beaucoup plus compliqué, et que donc les performances, les capacités physiques sont diminuées. C'est relativement évident. Par contre, la question juste après, c'est et pourquoi nos capacités physiques sont diminuées en altitude? Parce qu'on est en hypoxie, c'est vrai, mais au-delà de ça, quel est le problème? Est-ce que c'est le cœur à l'effort qui souffre du manque d'oxygène? Est-ce que c'est le muscle? Est-ce que c'est le poumon, etc. Et là, déjà, la question est beaucoup plus compliquée. Et durant ces dernières années, on a eu une modification, disons, de compréhension, de paradigme de compréhension de cette diminution des performances à l'effort assez importante. C'est ce que je vais essayer de vous raconter sans trop traîner. Ça, je vais sauter. C'est de la physiologie un petit peu classique. Je vais plutôt vous parler de ça, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé à la réponse à l'effort en regardant et en pensant essentiellement à ça. On s'est dit, le muscle, il ne doit pas aimer du tout manquer d'oxygène à l'altitude. Du coup, le muscle, il doit être moins performant à l'altitude. Du coup, la moindre performance à l'effort en altitude, ça doit être parce que nos muscles, ils fatiguent plus vite. Sauf qu'on a eu, comme je vous disais, une modification de compréhension, de paradigme de compréhension de la limitation des performances à l'effort, pas seulement à l'altitude, hein, c'est vrai aussi pour l'ultra-endurance, l'ultra-trail, on pourra en parler rapidement si ça vous dit. On a une modification de compréhension du fait d'avoir inclus le cerveau et la moelle épinière dans la fonction neuromusculaire en se disant
Si au total on est capable de moins produire de force au niveau de notre muscle en altitude, de courir moins vite ou de marcher moins vite, est-ce que c'est lié au muscle lui-même ou est-ce que c'est peut-être lié au cerveau qui n'arrive plus à commander correctement le muscle? Ça nous a ouvert en fait à un concept qui s'appelle la fatigue centrale. La fatigue avant était essentiellement considérée sur le plan musculaire, on était fatigué au niveau musculaire. Bien sûr, ça existe toujours, mais maintenant on sait que la fatigue au niveau cérébral peut également être présente, c'est-à-dire qu'on a un cerveau qui, du fait de l'exercice et éventuellement de certaines conditions environnementales comme l'hypoxie, va fatiguer. On va avoir un cerveau qui va être plus capable de commander normalement le muscle, alors même on va le voir que ce muscle peut-être il pourrait continuer lui à fonctionner normalement si on le commandait normalement. On a des techniques de neurostimulation que je vous présenterai pas en détail, mais pour illustrer le genre de test que l'on fait, on a toujours notre sujet qui pédale, et ensuite en laboratoire, donc on peut descendre du vélo, le mettre sur une espèce de chaise que certains appellent une chaise électrique, mais c'est bien sûr, même si de fait on fait de la stimulation électrique du cerveau, de la cuisse, on a différentes techniques de stimulation qui nous permettent en quelque sorte de trancher, si je peux dire, cette fonction neuromusculaire, de savoir si lorsque le sujet il n'arrive plus à produire autant de force à 16 heures depuis 8 heures qu'il est en altitude simulée, s'il n'arrive plus à produire autant de force qu'à 8 heures ce matin quand il est arrivé, est-ce que c'est parce que c'est ses cuisses qui sont fatiguées ou qui souffrent du manque d'oxygène, ou est-ce que c'est son cerveau? Pour déduire cela, on utilise des techniques de stimulation, soit on stimule le cerveau, soit on stimule le muscle, et on regarde si du fait de 10 heures en altitude, c'est le cerveau qui répond moins bien ou si c'est le muscle. Donc voilà, c'est qu'on utilise on utilise cela donc aussi bien en plaine qu'en altitude, enfin aussi bien, c'est pas tout à fait anodin, mais on arrive à le faire aussi bien en plaine qu'en altitude. Je vais vous raconter ici le genre d'expérience que l'on peut faire, et j'espère que vous en déduirez la conclusion par vous-même. Imaginez donc un sujet que l'on accueille au laboratoire, on l'assoit sur un vélo, on le branche à un masque, il respire avec un tuyau, un mélange gazeux qui est préparé derrière lui. Et puis on lui demande de pédaler. Là, il va y avoir ces tours par minute, nombre de tours par minute de pédalage. Et on va lui demander de pédaler. On va régler à 200 watts, par exemple, le vélo. On va lui demander de pédaler jusqu'à ce qu'il en puisse plus. Il pédale, il pédale, il pédale, il pédale, il pédale. Et puis au bout d'une dizaine de minutes, il n'arrive plus à tenir la fréquence de pédalage. Et puis il s'arrête. Il est épuisé, ok, on se dit à cette puissance-là, c'est 10 minutes, c'est capacité maximale d'effort en plaine, parce qu'en fait le mélange gazeux, c'était un mélange gazeux similaire à la plaine. 10 minutes de temps d'effort, et donc vous avez compris notre technique de stimulation de la cuisse, etc. Dès qu'il arrête, on le met sur notre chaise électrique, entre guillemets, et on voit qu'il a perdu, de fait, au niveau de la cuisse, qu'il a perdu 35% de force. On se dit, ah, il a perdu 35% de force du quadriceps, c'est sans doute ça qui est responsable du fait qu'au bout de 10 minutes, il nous dit « j'arrive plus à pédaler sur ce vélo-là ». On le refait venir un autre jour, on le remet sur le même vélo, à la même puissance, 200 watts, sauf que derrière lui, sans lui dire, ce qui délivre le mélange gazeux, c'est un hypoxicateur, entre guillemets, et on le fait pédaler à plus de 4000 mètres d'altitude, même 5000 mètres d'altitude ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? On lui dit « top, c'est bon, tu peux pédaler ». Il pédale, il pédale, il pédale, et au bout de quelques minutes, il nous dit « j'en peux plus ». Alors très bien, on lui dit « descends du vélo ». Monte sur la chaise électrique et on va voir qu'il a dû perdre sans doute pas mal de force de la cuisse, et c'est pour ça qu'il doit s'arrêter. Lorsqu'on fait ça, et qu'on mesure, alors qu'il nous dit qu'il n'en peut plus, la quantité de force de la cuisse qu'il a perdue, en fait il a perdu moins de force ici que lorsqu'il avait pédalé 10 minutes en normoxie, donc il a pédalé bien moins longtemps, il nous dit qu'il n'en peut plus, et pourtant lorsqu'on regarde sa cuisse, elle est en meilleur état que le jour où il s'est arrêté en plaine. Comme si il aurait pu continuer au niveau musculaire, mais pourtant il nous dit qu'il n'en peut plus, et on le croit, donc il a des raisons de s'arrêter, qui ne semblent pas être des raisons musculaires. Et ce qui a été fait dans cette étude comme manipulation, c'est qu'un autre jour où le sujet pédale à 5000 mètres d'altitude simulée, tout d'un coup il n'en peut plus, discrètement le tuyau on le débranche de l'hypoxicateur et hop, il revient à l'altitude de Grenoble sans lui dire. Donc il pédale, il n'en peut plus, il n'en peut plus. On débranche le tuyau, et qu'est-ce qui se passe? Hop, là il se remet à pédaler, d'un coup d'un seul, en quelques secondes, il se remet à pédaler, et hop, il repédale pour 10 minutes, comme le jour où il était en normoxie, en pleine donc. Et là, accessoirement, on va remesurer sa fatigue du quadriceps, et là, ah d'accord, là cette fois, il développe autant de fatigue qu'en normoxie. Donc il y a quelque chose,
là, en hypoxie, qui le fait s'arrêter, qui nous fait nous arrêter, qui nous fait moins performants, qui n'est pas forcément au niveau musculaire. C'est cette observation-là qui a été clé et qui a conduit à d'autres travaux pour voir et pour mieux comprendre d'où venait cette incapacité, cette fatigue accrue à l'effort, qui n'est pas forcément au niveau musculaire. Et pour résumer tout un tas de recherches, on a pu montrer que cette fatigue accrue à l'effort en altitude, elle vient pas seulement du muscle, elle vient aussi du muscle, hein, clairement, mais elle vient aussi du cerveau. On a un cerveau qui fatigue plus vite à l'effort en altitude qu'en plaine. Et sans rentrer dans les détails, on a pu montrer que cette perte de capacité du cerveau à activer les muscles, elle est significative en normoxie. Lorsqu'on pédale et qu'on est épuisé, on a un cerveau qui est fatigué. Mais notre cerveau, il fatigue beaucoup plus. Vous voyez, il perd beaucoup plus sa capacité à commander les muscles lorsqu'on réalise un effort en altitude, que ce soit l'altitude simulée en laboratoire ou la haute altitude. Ça, je vais passer. Et ça aussi, ça c'est donc la conclusion pratique, c'est que vous faites marcher pas que vos muscles, mais aussi votre cerveau, et entre guillemets, en particulier en altitude. Ça, c'était pour l'exercice. En quelques mots également, le sommeil. Alors, c'est à la fois en quelques mots, et c'est une thématique centrale pour l'alpiniste et pour le trekker. Un certain nombre d'entre vous ont dû expérimenter cette difficulté à bien dormir, concrètement, et parfois en altitude, qui n'est pas forcément, on le sait maintenant, qui n'est pas forcément la conséquence du matelas qui est trop mou, des chaussettes du voisin, etc. Il y a des vrais mécanismes physiologiques du fait de l'hypoxie qui expliquent le fait que l'on dort moins bien en altitude. Concrètement, lorsqu'on dort en altitude, ici vous avez un hypnogramme, c'est-à-dire, vous savez, au cours du sommeil, on a des stades du sommeil, stade superficiel, stade profond, donc du sommeil profond, du sommeil superficiel. Ici, c'est ce que, lors d'une nuit en pleine, toute une nuit en pleine, c'est ce que vous avez de résumé, avec du sommeil profond, du sommeil un peu plus paradoxal, avec des rêves qui vont avoir lieu dans certaines phases, et puis de nouveau du sommeil profond. Donc là, on a un hypnogramme, c'est-à-dire une structure du sommeil normale. Lorsque ce sujet-là, il va monter en altitude, à 4000 mètres d'altitude, vous voyez, on va avoir un hypnogramme, donc une structuration du sommeil qui va être très perturbée. En particulier, tout ce qui est sommeil profond va être profondément amputé, beaucoup moins de sommeil profond. Et puis on a ces barres blanches là qui remontent, ces espèces de micro-éveils, c'est-à-dire que sans forcément s'en rendre compte, ou des fois en s'en rendant compte, on se réveille pendant la nuit. Encore une fois, ce n'est pas que des éveils conscients, ça peut être des micro-éveils. Mais donc on a une nuit qui est à la fois, un sommeil qui est à la fois moins profond et qui est haché. Donc ça, c'est pas qu'une impression de matelas ou de duvet, c'est vraiment qu'en altitude, on a un sommeil qui est profondément perturbé. Et si on regarde lors de ces deux nuits type en plaine et en altitude, l'oxygénation de votre organisme, c'est-à-dire la saturation, encore une fois, la quantité d'hémoglobine qui porte de l'oxygène dans votre sang, et bien quand vous dormez en plaine, il n'y a pas de problème, toute la nuit vous avez un niveau d'oxygénation qui est quasiment de 100%. En altitude, qu'est-ce qui se passe? D'une part, de l'éveil à la phase de sommeil, on a, malgré qu'on soit déjà en altitude avant de s'endormir, le fait de s'endormir déjà diminue la quantité, l'oxygénation de notre sang, le simple fait de passer de l'éveil au sommeil. Donc du coup, rien que ça, on comprend que le sommeil est une phase délicate pour l'alpiniste parce qu'il va combattre un peu moins le manque d'oxygène globalement pendant le sommeil par rapport à l'éveil. Et de plus, vous vous dites, là j'avais peut-être un problème avec mon capteur parce que la courbe elle est toute épaisse, comme ça, toute assurée. Mais ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'oxygénation de l'organisme n'arrête pas de varier chez ce sujet pendant toute la nuit. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça, c'est la trace de ce que l'on appelle des apnées du sommeil, c'est-à-dire que la respiration ralentit, s'arrête, recommence, ralentit, s'arrête, recommence, et du coup l'oxygénation dans l'organisme chute, augmente, d'où ces variations d'oxygénation toute la nuit dans l'organisme, qui sont à la fois la marque d'apnée du sommeil et qui sont en soi une hypoxie particulièrement délicate, parce que c'est une hypoxie intermittente, avec des phases de réoxygénation qui peuvent être potentiellement agressives. C'est pour ça qu'en pleine, lorsque l'on a un enregistrement comme ça, votre médecin vous dit vous avez peut-être de l'apnée du sommeil, allez au laboratoire du sommeil à tel CHU, il voit votre enregistrement, il est comme ça, il vous dit monsieur, madame, vous avez de l'apnée du sommeil, il va falloir vous traiter avec un masque, sans entrer dans les détails la nuit, parce que l'apnée du sommeil, pour l'organisme en pleine, c'est dangereux au niveau cardiovasculaire, etc. Eh bien, figurez-vous qu'à peu près tous, à différents degrés, en altitude, on développe de l'apnée du sommeil. Heureusement, on redescend, ça disparaît. Mais en altitude, on est tous victimes d'apnée du sommeil. Alors, si on revient à la structuration du sommeil,
elle, après quelques nuits en altitude, parce que ça va être ça finalement la question, est-ce que ça s'adapte? Est-ce qu'on retrouve ce sommeil profond qu'on a perdu la première nuit ici, première nuit proche du Mont Rose, à la cabane à Margarita, vous voyez, il n'y a presque plus de sommeil profond. Au bout de la troisième nuit dans le refuge, on retrouve du sommeil profond, on se réveille moins souvent. Donc au niveau de la structure du sommeil et du ressenti, après quelques jours en haute altitude, si tout va bien, on va retrouver un sommeil profond, on va avoir un ressenti de sommeil meilleur. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui fait partie des découvertes récentes, c'est que si on regarde par contre la survenue d'apnée du sommeil, c'est-à-dire est-ce que vos pauses respiratoires, vos arrêts respiratoires, vous les avez toujours pendant la nuit, au bout d'une, 3 nuits en altitude, ben non seulement vous les gardez, ces événements respiratoires, mais vous en avez même plutôt un peu plus alors que vous vous acclimatez en altitude. Et ça, c'est des données récentes, parce que cette apnée du sommeil, alors l'apnée du sommeil en altitude, elle est connue depuis longtemps, parce que si vous vous réveillez pendant la nuit et que vous écoutez un peu vos voisins dormir, vous l'entendez respirer, puis plus respirer, puis respirer, puis plus respirer, vous dites il y a quelque chose de curieux qui se passe, on le constate concrètement, et souvent on se disait, oula, lui, demain matin, il ne faut pas que je le prenne sur la corde, parce qu'il va avoir du mal à avancer, bien vu comment il dort. Donc on avait une conception assez négative des perturbations du sommeil, des apnées du sommeil. On pensait que c'était plutôt une marque de mauvaise acclimatation, ces apnées du sommeil. Et on a pu, dans une étude, il y a quelques années, dans le laboratoire, comparer deux types de sujets. On a fait revenir en fait au laboratoire des alpinistes qui avaient développé un mal des montagnes sévère, qui apparemment étaient des mauvais répondeurs entre guillemets à la haute altitude, et on les avait fait revenir avec un collègue de l'expédition qui lui, dans les mêmes conditions, n'avait pas été malade. Et on a comparé leur sommeil, c'est-à-dire des gens les plus, c'est ceux qui ont développé un mal des montagnes, et les moins, c'est ceux qui n'ont pas eu de mal des montagnes. Et bien en résumé, on les a fait dormir sous une tente, notre tente hypoxique, là, on les a fait dormir à 3500 mètres d'altitude pour voir est-ce que quand on est bon répondeur à l'altitude, on a plutôt plus ou moins d'apnée du sommeil par rapport à quelqu'un qui est mauvais ou moins bon répondeur à l'altitude. Et la surprise, on a vu que ces bons répondeurs à l'altitude, ces gens qui n'avaient pas été malades en altitude, eh bien en fait ils avaient plus d'apnée du sommeil lors d'une nuit en altitude. Alors on a creusé ça depuis, on a essayé de comprendre pourquoi, mais en tout cas il y a une modification de la vision des perturbations du sommeil en altitude, en particulier de la survenue d'apnée, qui sont de plus en plus moins vues comme un phénomène directement lié au mal des montagnes, mais peut-être comme une réponse physiologique, pas forcément délétère, voire marqueur d'un organisme qui se défend contre le manque d'oxygène. Et pour finir, ça c'était simplement pour vous dire que du coup, vous voyez, je parle d'œdème, je parle d'apnée du sommeil. Vous voyez que le lien du coup entre l'alpiniste en altitude qu'on étudie et les maladies respiratoires devient de plus en plus clair, et qu'au bout d'un moment, on a un lien pour nous qui est relativement facile à faire. Mais il y a un élément un peu plus provocateur dont je veux vous parler, qui est d'actualité maintenant dans nos laboratoires, c'est est-ce que l'hypoxie, malgré tout, ce que je vous ai raconté, peut éventuellement être un traitement? Alors pour ceux qui parlent anglais, il y a des titres de revues de publications scientifiques aujourd'hui qui sont provocateurs. En résumé, des données scientifiques comme celle-là démontrent que si on pouvait planifier ou connaître la survenue de notre AVC dans 3 jours, eh bien, la veille, on ferait bien de monter en altitude, d'y passer quelques temps, parce que notre cerveau apprendrait à tolérer ce manque d'oxygène, et lorsque surviendrait l'AVC, on y résisterait, on le tolérerait mieux, on récupérerait mieux. C'est l'image ici de deux tranches de cerveau de rats. Ici, un rat chez qui on a induit un AVC, mais qui la veille avait été exposé en hypoxie pendant 3 heures. Et ici, un rat chez qui on a induit un AVC dans cette zone, sans l'exposer la veille en hypoxie. 2 types d'AVC, des rats identiques, sauf que celui-là, on lui a fait passer 3 heures à 5-6 mètres d'altitude la veille. Celui qui a été exposé la veille en hypoxie, il récupère 100 fois mieux de son AVC, 100% mieux de son AVC que celui qui n'avait pas été exposé la veille en altitude. Et il y a été chez la souris en particulier des résultats similaires, mais parce que là du coup vous vous dites ok, mais il faut juste que je sache quand est-ce que je vais faire mon AVC du coup, c'est ça le problème. Mais
on est allé un petit peu plus loin. Et ce qui a pu être montré dans ce genre d'études, c'est que si pendant une quinzaine de jours, vous faites des séances de 2 ou 4 heures en altitude, à peu près 4-5 000 mètres d'altitude, vous passez 2 heures, 4 heures dans votre chambre hypoxique, sous votre tente, etc. Et bien ensuite, si on mesure, sans rentrer dans les détails, votre résistance à l'AVC, immédiatement après les 15 jours, vous allez de fait développer cette résistance à l'AVC, mais jusqu'à 8 semaines après vos 15 jours d'espèce d'entraînement en hypoxie, vous êtes toujours plus résistant à la survenue d'un AVC. Vous, au moins si vous êtes une souris, on n'a pas tout à fait les mêmes données encore chez l'homme, mais on y travaille. En fait, le concept, pour finir, qui est important dans notre laboratoire, c'est que au fur et à mesure qu'on s'élève en altitude, vous voyez, depuis la mer, au niveau de la mer jusqu'à la haute altitude, donc c'est-à-dire depuis la normoxie, la plaine, jusqu'à l'hypoxie sévère, voire l'ischémie, c'est-à-dire plus du tout de sang qui circule, on passe d'une zone de la plaine où il n'y a pas d'effet physiologique, enfin, en gros on est en état normal, à des doses d'hypoxie qui sont délétères. C'est-à-dire que là, quand on n'a plus du tout de sang ni d'oxygène, ben c'est le cas de l'AVC, de l'infarctus. Quand on a beaucoup moins d'oxygène parce qu'on a un poumon malade, on est insuffisant respiratoire, et là on a des conséquences délétères. Mais par contre, entre les deux, il y a des niveaux d'hypoxie modérés, probablement intermittents, c'est-à-dire qu'on ne reste pas perpétuellement en état d'hypoxie, on y passe 1 ou 2 heures par jour, etc., comme les souris dont je vous ai parlé, avec des niveaux d'hypoxie qui ne sont pas 8 mètres d'altitude, mais qui sont intermédiaires. Et bien là, on a en fait une sollicitation de l'organisme qui est positive, une sollicitation de l'organisme qui est suffisante pour l'apprendre à s'adapter à l'hypoxie et qui vont au total, chez le patient en particulier, potentiellement être bénéfiques comme prévention de certaines pathologies cardiovasculaires, cérébrales, voire comme traitement de certaines pathologies, l'hypertension. Donc nous, concrètement, dans le laboratoire, on a maintenant des patients qui viennent au laboratoire 3 fois par semaine, passer 1 heure ou 2 avec un masque à 4-5 000 mètres d'altitude, comme technique de traitement de leurs anomalies cardiovasculaires ou métaboliques. Voilà. J'en reparlerai si c'est... Là, vous vous dites, oula, de quoi on parle, j'en reparlerai si besoin. Voilà, je vais remercier... Ah ben, regardez, l'ordinateur, il a senti que c'était là parce qu'il ne marche plus ici, voilà. Remercier un certain nombre de collègues et rapidement vous faire un petit peu de publicité pour cette journée du 7 avril à Chamonix que l'on organise avec le Centre d'expertise sur l'altitude, dans l'esprit dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un échange entre spécialistes et pratiquants de l'altitude. Merci pour votre écoute. Désolé d'avoir été un peu long.